Mes cendres reposent ici, au bord de la Seine, dans ce dôme des Invalides. Peuple français que j'ai tant aimé et pour qui j'ai consacré ma vie, vous avez exaucé mon vœu le plus cher, me permettre de rester proche de vous et comme au temps des grandes épopées, à proximité de mes frères d'armes. Reposez en paix, Duroc, Bertrand et mes autres fidèles compagnons. Quelque part dans le ciel, une étoile scintille pour rappeler combien votre courage a été grand partout où le destin de la France guidait nos pas, notamment sur les nombreux champs de bataille que nous avons foulés ensemble, à cheval ou à pied. Majestueusement, l'aigle royal qui fut mon symbole continue à survoler des sites magnifiques que nous avons connus en notre temps. Grâce à ma bonne étoile, je vis le jour en 1769, près d'Ajaccio, le jour de la fête de la Sainte-Vierge. J'aurais tant aimé un grand dessein pour ma première patrie, la Corse. Contemporain, vous vous êtes emparé de mon histoire en la mettant à la portée du monde entier. Les passionnés ne manquent pas, mais cela réchauffe mon âme. Je vous laisse le soin de dévoiler ma vie comme bon vous l'entendez. Je me contenterai de vous rappeler quelques-unes de mes citations. C'est en 1764 que Charles-Marie Bonaparte épouse Laetitia Ramolino et s'installe dans la demeure familiale d'Ajaccio. Joseph, son aîné, est né à Corté un an plus tôt. Grâce au traité de Versailles, la République de Gênes cède provisoirement à la France ses droits de souveraineté sur la Corse. Pascal Paoli, représentant des indépendantistes, subit la défaite cinglante de Ponte Nuevo qui le conduit à s'enfuir vers l'Angleterre. La Corse est submergée par l'armée française. Charles-Marie Bonaparte, qui un temps avait pris les armes contre la France, réussit à se faire élire député de la noblesse aux États corses. Entre-temps, Lucien, Élisa et Louis sont venus compléter la famille qui n'a pas encore fini de s'agrandir. Soucieux de l'avenir de ses enfants, Charles envisage pour eux une formation militaire. Pour cela, il doit fournir des documents attestant de son appartenance à la noblesse, ou bien obtenir une bourse d'études pour ses deux aînés, Joseph et Napoléon. Député aux États généraux, il part à Versailles en emmenant ses deux fils avec lui. En décembre 1778, le jeune Napoléon, tout juste âgé de 9 ans, ainsi que son frère aîné Joseph, débarquent sur le continent afin de rejoindre le collège d'Autun. L'oncle Fesch et le cousin Aurel sont du voyage. Le jeune Napoléon ne s'adapte pas bien à ce nouveau milieu. Faisant le siège des administrations, Charles réussit à obtenir pour lui une place à Brienne, qui prépare à la grande école militaire de Paris. Celle-ci est administrée par un ordre de minimes. Napoléon est coupé des siens comme le prévoit le règlement de l'école. Le régime est austère, la discipline sévère et le climat champenois particulièrement rude en hiver. À cette époque, Napoléon fait l'objet de nombreuses railleries de la part de ses camarades d'école. Il a un accent fort prononcé. Le jeune garçon se renferme sur lui-même, il s'invente un monde bien à lui et surtout se réfugie dans la lecture. Déjà, grand observateur et dénicheur de talent, il saura se souvenir de Bourrienne et en faire un peu plus tard son secrétaire particulier. L'un de ses répétiteurs de mathématiques en classe élémentaire n'est autre que le général Pichegru, qu'il va recroiser plus tard lors de son ascension.
La fameuse bataille de Boule de Neige n'est probablement qu'une légende, mais elle illustre bien les aptitudes du jeune Bonaparte pour la stratégie militaire. Ah, cette fameuse bataille de Boule de Neige, elle a fait couler beaucoup d'encre. C'est sans doute la faute de Bourrienne, toute cette montée en épingle d'un si mince événement. Toutes ces cocasseries sont très drôles. Cependant, pour ma pensée, Brienne était ma patrie. Napoléon sort de Brienne avec les mentions nécessaires pour être admis comme cadet gentilhomme à la grande école militaire des Invalides. Survient la mort de son père. Lui et son frère sont désormais dans l'obligation d'aider rapidement leur mère qui depuis a mis au monde Pauline, Caroline et Jérôme. Quelques mois plus tard, le jeune homme réussit son examen d'officier et devient lieutenant en second dans l'artillerie. Il est affecté au régiment de la Fère à Valence. À cette époque, il consacre beaucoup de temps à lire et à écrire. Son rêve corse ne l'a toujours pas abandonné. Il entreprend d'en écrire l'histoire. L'occasion lui est donnée de retrouver sa terre natale en septembre 1786. Il est vite déçu. La flamme qu'il avait connue autrefois chez ses compatriotes n'est plus la même. Voyant que les événements évoluent rapidement, abolition des privilèges, déclaration des droits de l'homme, Napoléon pense que son grand destin pour la Corse est enfin arrivé. Cependant, un problème idéologique existe bel et bien entre lui et Paoli. Ses compatriotes aussi le désavouent. Le 23 août, Napoléon Bonaparte doit prêter serment de fidélité à la nation, au roi et à la loi. Il estime qu'il faut accepter le plus possible de s'intégrer à la Nouvelle-France. Pendant ce temps, les affaires extérieures du pays vont mal. Apprenant l'exécution du roi Louis XVI et l'occupation d'une partie de la Belgique, la première coalition contre la France sous l'impulsion de l'Angleterre se met en place. Bonaparte prend part à une expédition française en Corse et en Sardaigne. Le Midi est en pleine révolte, favorisant ainsi les troupes paolistes qui sont aidées par les Anglais. Les événements se précipitent. La famille Bonaparte quitte l'île en secret et se réfugie dans l'arrière-pays toulonnais. Le petit village de Méhoun dévoile une plaque commémorative qui atteste du séjour de Laetitia et de ses enfants. Lors de son retour, Napoléon Bonaparte est envoyé à Toulon. La ville et le port sont protégés par les forces de l'amiral anglais Hood, les vaisseaux espagnols de l'amiral Gravina et une armée coalisée renforcée par les royalistes français. Le siège républicain est commandé par le général Cartaux, ancien peintre du roi et piètre militaire. Une attaque d'infanterie lancée contre le mont Faron vient d'échouer malgré les conseils formulés par le capitaine Bonaparte. Le général en chef Cartaux est remplacé. Bonaparte, promu au grade de chef de bataillon, présente son plan de bataille au nouveau général en chef Dugommier.